Il est impératif de comprendre que toute décision prise en l'absence d'un congrès légitime serait entachée d'illégalité. Léon Teller Onana reste droit dans ses bottes, malgré les menaces dont il fait l'objet, depuis qu'il a ouvert la boîte de Pandore dans son parti, qui refuse de tenir le congrès statutaire pour renouveler les membres des organes dirigeants. Le conseiller municipal à la mairie de Monatélé dans la région du centre ne transige pas avec les valeurs de la démocratie et du respect de la légalité. Je suis convaincu qu'un congrès sincère et transparent conduirait plutôt à l'exclusion démocratique de ceux qui, appartenant à une génération dépassée, ont échoué et répondront plus ou moins à d'autres questions juridiques concernant la gestion, que ce soit de notre pays ou alors d'un certain nombre de choses. Presque seul contre tous, même si Léon Teller Onana reconnaît que d'autres militants en interne épousent son action, mais n'ose pas s'afficher de peur de représailles, il reste convaincu que la justice de notre pays peut encore gagner la confiance du peuple, ce qu'elle n'a jamais pu faire en raison des privilèges et des honneurs acquis sur le dos des plus faibles. Je continue de croire que le juge qui a la charge de cette affaire, le clergé qui pourra prendre cette affaire en charge, se souviendra que s'il s'agit de l'avenir du Cameroun et que chacun doit tirer sa part de responsabilité et jouer son rôle pleinement sans toutefois tenir compte des envies. Léon Teller Onana dit se battre pour un pays où la justice, la réconciliation et la paix ne sont pas des chimères. Le courage d'un seul individu peut allumer l'étincelle du changement. En tant qu'élu, il est de mon devoir de faire entendre la voix des sans-voix, de défendre les principes démocratiques. Donc mon rôle ne se limite pas à admirer le passé, mais aussi à façonner l'avenir. Je respecte le travail que les aînés ont fait, mais ce que je refuse tout simplement, c'est de continuer à fonctionner dans l'illégalité. Le RDPC doit changer, renaître, pour que le pays puisse enfin espérer, a conclu le conseil municipal. Je suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter, 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui a siégé pour proroger le mandat a eu lieu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique qui a siégé le 3 novembre a siégé hors délai. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Vous faites vos réunions au palais de l'unité. Mieux, tant mieux pour vous. Pour dire qu'il proroge, pas qu'il prolonge. Et l'article 18 dit proroger. Oui. La prorogation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut quo ante bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avait qualité et compétence pour proroger le mandat, le jour où il a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de... C'est-à-dire 2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion du bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national. Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui s'est tenu au palais d'Etoudi. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau politique, non, le bureau d'âge c'est le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de prorogation et
Le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique vivants. Dans le décompte fait par Maître Bobo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Encore qu'il n'avait pas été 30 dès le départ. Il n'avait jamais été nommé plus, il était 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Oui. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, le bureau politique siège à une majorité qualifiée des 2 tiers, si je ne m'abuse. S'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil, depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Si on veut être vicieux. Donc voilà la situation chez eux. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que... Ils sont ministres, directeurs d'entreprises publiques, chefs traditionnels, opérateurs économiques et responsables d'universités. Les membres nommés au comité central du RDPC se recrutent dans divers milieux de la scène sociopolitique. Comme membres du gouvernement, on relèvera l'entrée de Joseph Betty Assomo de la Défense, Jean-Ernest Massina des Transports, Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, Gabriel Bayarobé de l'Agriculture, Minel Libom Liliken des Postes et Télécommunications, Rose Mbacha du Contrôle supérieur de l'État, entre autres. Dans les milieux de l'éducation, Roger Tsafar Namfotso, le recteur de l'Université de Tchang, siège désormais parmi les 360 membres de la structure administrative du RDPC. Nouvellement admise également, Véronique Mompeyambio, la directrice générale de la SCDP, et Judith Yassondé, la DG de Camtel. Chez les chefs traditionnels, le sultan Bamoun, Nabil Bombodjoya, et le lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine. Des promus également dans les délégations permanentes régionales du parti au pouvoir. Dans le centre, Gilbert Timiévouna, qui préside le conseil régional, devient le patron du RDPC, remplaçant Bernard Dongo Isomba, décédé en 2023. À l'ouest, Emmanuel Zété, jusque-là chef du RDPC après le décès de Ibrahim Bombodjoya, cède son siège à Komidor Djimolou, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie. Dans la région de l'Est, Bernard Wangolo, qui avait provisoirement pris la place de Janvier Mongui Sosomba, mort en 2018, est depuis peu éclaboussé par une affaire de détournement de fonds publics au Sénat. Il est remplacé par Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, comme chef de délégation. Dans la Damawa, l'inamovible vice-président de l'Assemblée nationale, Théophile Barro, prend la tête du RDPC après le décès de Mamadou Wala Diabo en 2023. Cette redistribution des cartes comble des vides laissés par des défunts et ajuste la stratégie du parti au pouvoir à 7 mois de la présidentielle. Les nominations sont opérées par le président national Paul Biya, dont la légalité du mandat, de même que celle des instances dirigeantes du parti, sont contestées en justice. Léon Teller Onana, auteur d'une assignation du parti devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, estime que ces décisions sont nulles. Sans organisation préalable du Congrès, l'instance ne s'est pas réunie depuis 14 ans. Portée en justice, l'affaire sera appelée pour la première fois le 10 avril prochain. Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Moi je voudrais tout simplement dire que
le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est moi derrière les statuts du parti. Oh non, 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 non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. Est à la traîne parce que le président est fatigué aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement. Il n'y a eu aucune décision de souveraineté. Il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus vieux député au monde. Le plus vieux commissaire de police en service au monde. Le plus vieux général en service au monde. Non. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non. Quand même. On est venu les accompagner. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que concentrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit déjà quelqu'un à 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans, même en URSS. Qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Vous voulez nous faire quoi? Le spectacle qu'on a vu lors de la CAN, c'est un beau spectacle. Il faut arrêter. D'accord, docteur. Bon, je dis donc que... Attendez-moi. Je vais illustrer ce que vous dites lors de la CAN. C'est une pression supplémentaire que les évêques du Cameroun viennent de mettre sur les potentiels candidats à la présidentielle d'octobre 2025. Dans cette lettre pastorale datée du 28 mars 2025, les hommes de Dieu édictent une dizaine de critères requis pour quiconque désire gouverner le pays. Ils se sont inspirés des fondamentaux d'une bonne gouvernance sur lesquels le pape François avait porté sa réflexion lors d'une homélie en septembre 2013. L'un des critères qui retient le plus l'attention est le 4e, centré sur la consolidation de l'unité nationale. Ici, les évêques soutiennent que tout candidat à la présidentielle doit avoir une bonne connaissance du pays, de ses régions, de ses cultures et de ses populations. Pour ce faire, ce dernier doit être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. À l'observation et de l'avis des analystes politiques, ce critère écarterait d'office le président actuel en fonction qui, durant ses précédents mandats, n'a pas fait le tour des 10 régions à chaque fois. Outre sa présence dans X ou Y région pour le lancement de ses campagnes présidentielles, durant les 7 années de mandat, le président Paul Biya n'a jamais sillonné les 10 régions du Cameroun et ne peut donc pas avoir communié avec les populations de l'arrière-pays telles que le souhaitent les évêques. Même lorsqu'il va dans la région du Sud, où il a ses habitudes, c'est pour se retrancher dans sa résidence d'un Vormeka, tout en ignorant ses concitoyens des départements, arrondissements, villages et autres bourgades qui composent cette région. Or, soulignent les évêques, ce n'est qu'en communiant avec son peuple, en parcourant le pays, qu'on peut être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Ceux qui aspirent à briguer la magistrature suprême sont donc avertis. Réussiront-ils où le président actuel a échoué? Et s'il remplit pour un énième mandat, Paul Biya serait-il capable de rectifier le tir? À chaque candidat de faire son introspection. Ce serait pour moi l'une des candidatures de trop. Il y a longtemps qu'en tant que personne, et je pense que je traduis là l'opinion de milliers de Camerounais, je me suis exprimé publiquement sur la nécessité pour le président actuel de la République de renoncer à des fonctions qu'il ne peut manifestement pas exercer. C'est de plus en plus visible au fur et à mesure que les années passent. Ça m'a d'ailleurs valu de devoir à un moment quitter le Cameroun et m'exiler. Et je continue d'espérer que le président de la République prendra ses responsabilités à un moment ou à un autre et mettra fin à ce qu'on ne peut pas appeler autrement que l'agonie des Camerounais. Nous n'avons probablement pas le temps ici de revoir, de passer en revue les chiffres, mais quel que soit le domaine de la vie de notre nation auquel vous vous intéressez, vous réalisez que la situation sécuritaire, économique, de santé, éducative est
catastrophique. Le chef de l'État en est le premier responsable. Nous sommes dans un État non seulement autoritaire, mais hyper centralisé. Donc, il doit prendre l'entière responsabilité de cette situation. Mais aujourd'hui, il peut faire quelque chose pour nous, effectivement. Et c'est, si ce n'est démissionner, à tout le moins ne pas se représenter aux prochaines élections. Aujourd'hui, après autant de souffrance, le peuple n'a rien à manger. Alors que d'autres vivent grassement et surtout montrent avec exubérance, exhibitionnisme, un enrichissement hors limite. Oui, on voit Jacques Famondongo avec son petit ventre rondouillet qui s'aplatit, avec des petites fesses qui poussent derrière. On voit aujourd'hui Mbondayolo complètement milliardaire, qui d'ailleurs ne sait même plus le nombre de milliards qu'il y a dans son sous-sol au plafond, ça pourrit, même ça moisit. On voit aujourd'hui celui qui, bien évidemment, a la chapelle de la gloire du Christ, pour ne pas dire la gloire de l'argent. Comment il fait les pieds et les mains? Parce que il faudrait qu'il devienne soit directeur du cabinet civil, soit secrétaire général à la présidence de la République. Je parle d'Oswald Baboké. Mais il s'oublie que en 2025, ce peuple qui a beaucoup faim et qui voit comment est-ce que eux, ils montrent leur enrichissement, même au sein de leur propre famille, c'est de là que viendra leur propre malheur, parce que le peuple camerounais, ayant supporté le poids depuis des années, veut maintenant se débarrasser de ce lourd fardeau. Aussi, ce que Paul Biya a instauré dans le landerneau camerounais, c'est-à-dire qu'il a constitué, il a labellisé son irresponsabilité politique sur toutes les affaires de l'État. Et c'est comme ça qu'Aïdjo fonctionne. Il a labellisé son irresponsabilité politique. Oui. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est lui. Quand tout va mal, quand ça a échoué, que tout va mal, non, c'est les autres. Mais regardez simplement, un ministre, Biya ne lui a jamais rien demandé, il va inaugurer un point d'eau, il dit un don du président de la République, Biya ne connaît même pas l'affaire là. Un ministre va faire ceci, il dit sur instruction du président de la République, Biya ne connaît même pas l'affaire là. Alors qu'il est dans l'accomplissement de les missions régaliennes de son département ministériel. Vous comprenez? Mais quand ça va mal, là, vous n'entendez pas que c'est sur haute instruction de Paul Biya que nous avons mal fait. Personne n'en parlera parce qu'en fait c'est leur responsabilité. Et c'est ça qui lui a toujours donné les coups de franche. Lorsqu'il faut par exemple les tancer, lorsqu'il faut les traiter de criminels économiques, d'inertes et tout ce que est d'apprentis sorciers. Parce qu'en fait, il a labellisé son irresponsabilité. Vous allez donc comprendre qu'un secrétaire général président de la République, à travers la délégation des signatures qu'il a, est justement celui qui supporte les coups. Parce qu'aujourd'hui, Biya a pu lui dire oralement, verbalement, demandez-leur de payer les honoraires du cabinet Jantet. Le secrétaire général le couche sur papier et répercute. Mais comme il n'était donc pas là quand Biya a donné cet ordre verbal, alors ceux qui estiment connaître mieux Paul Biya, parce qu'ils sont ses amis, disent le président ne peut pas avoir dit ça. Vous comprenez? Et voilà ce à quoi on arrive. Donc, le secrétaire général est effectivement celui qui souffre maintenant des hautes douleurs du président de la République. Et c'est ce qui fait que même si on élargit le débat, aujourd'hui, le Camerounais lambda, si vous leur dites que c'est Paul Biya le responsable de tout ce qui nous arrive, il va dire non. Parce qu'il va vous dire, c'est pas lui qui est ministre de ci, c'est pas lui qui est ministre de ça, c'est pas lui qui est le DG de l'eau, c'est pas lui qui est le directeur de la société. Ouais. Et le ministre d'État Jacques Famondongo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya était le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans ou 93 ans, un truc de ce genre. Président Badakani, vous allez encore le soutenir? J'ai été très clair à ce propos lors du congrès du NMP, auquel beaucoup ici... Tu étais déjà en France, je crois. Tu étais déjà en France, oui. C'était mon invité d'honneur, il était là. La résolution qui a été prise dans ce congrès est celle-ci, je vais encore vous répéter ça.
nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Parce que c'est la première fois qu'un parti politique se réunit en congrès, au lieu de voter un candidat à l'élection présidentielle, etc., demande l'intervention exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Parce qu'ayant analysé le Cameroun, je connais un peu le Cameroun à mon petit niveau, l'ayant analysé profondément, ayant tiré l'expérience de ce qui s'est passé en 2018 et avant, etc., les gens ne mesurent pas à quel niveau. Tout à l'heure, il a fait une analyse métaphysique sur la question des poissons. Ouais. Les gens ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur ce pays. Non seulement des menaces étrangères, mais les menaces dues à ceux que nous gouvernent. Vous n'imaginez pas le niveau. Endogène et exogène. Même. Exogène. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont partisé avec Satan. Et bouler le Cameroun ne les dérange pas. Je dis une bonne partie du sommet de l'État camerounais partis avec Satan pour conserver le pouvoir. Bouler le Cameroun ne les dérange pas. En accord avec l'étranger. Je sais de quoi je parle. Donc si vous pensez que pour régler un pareil problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin du vrai Dieu ici. Tout à fait. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était amené de régler ça, nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, il était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendu public. Oui. Bon, maintenant, si les gens font seulement de ne pas écouter, c'est leur problème. Nous, on sait sur quoi on travaille. Je voudrais vous rappeler que tout le combat pour l'africanisme que nous avons mené pendant 15 ans, pour ce qui me concerne, et je parle devant des compagnons de lutte, j'ai toujours parlé de la parole. J'ai toujours parlé du magistère de la parole. On n'a pas tiré un fusil. Tout à fait. On n'a pas lancé quelque chose sur quelqu'un. C'est avec la parole que nous avons changé. Sans tirer un tel coup de feu. Je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. L'homme qui vous parle, je vous le dis. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est pas, ça commence pas à faveur de cette élection. C'est depuis longtemps. Ouais. Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite. Je veux le dire cette fois-ci. Dites-le président Batakani. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui peut comprendre ça. Je n'aime pas dire ça parce que je le dis au lieu parce qu'il est là, il peut comprendre. Il peut comprendre. Ceux qui me fréquentent le savent. J'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de classique, politiquement classique. Il y a 2025. Voilà. Donc, je viens de vous répondre. Oui, allez-y. Je vais vous dire que je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à Mondo Vision. Moi, je le dis toujours. On verra. La dernière fois, j'ai fait une émission spéciale sur les menaces qui pesaient sur le Cameroun. Ou ce qui est arrivé avec Boko Haram, je l'avais dit. J'avais dit. Et c'est pas seulement ça. J'ai expliqué comment le plan est fait, dans quelle ville ils vont opérer, etc. J'ai dit. J'espère que les autorités ont fait leur travail, c'est leur rôle. Moi, je suis un homme politique spirituel. Je mets Dieu en première ligne. Donc, je dois veiller sur ma nation. Indépendamment de mes intérêts personnels et politiques. Je dois veiller sur ma nation. J'ai fait mon travail, j'ai annoncé. J'espère que les décisions ont été prises. Mais ce qui s'est passé au Nord, avec Boko Haram, je l'ai annoncé. Donc, nous sommes sur un terrain. Moi, je suis un homme de foi. La Bible dit que pour ceux qui lisent la Bible. Hein, très bien, président Batakani. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la Bible. Répondez à la question maintenant. Mais, en 2025. J'arrive. J'ai déjà répondu, vous ne pas comprendre. Il faut déjà y arriver, il faut chuter. J'ai déjà répondu, vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Bon, dites de façon claire maintenant. Pour ceux qui lisent là, Magamé n'a pas compris, président Batakani. Dites de façon claire. Vous allez soutenir le président Biya en 2025? Tu vas m'aider, puisque je fais une comprendre. Oui. Je dis à ceux qui lisent la Bible, que ceux qui n'aiment pas la Bible m'excusent. Ceux qui la lisent savent que la Bible dit que rien n'est impossible à un homme de foi. Je passe le comptoir du pasteur. Moi, je suis un homme de foi. Ouais. Je répète encore, tous les plans que les gens ont fait et fabriquent là contre le Cameroun, ça ne passera pas. Et nous sommes là, on est comment dire en avant-garde. Nous sommes à notre poste pour veiller. Vous pensez qu'un homme politique ne peut pas être quelqu'un qui craint profondément Dieu, c'est votre problème. Mais moi, c'est notre cas au niveau de l'NMP. Donc, s'il fallait dire soutien au président Biya, je l'aurais déjà dit. Je l'aurais dit au Congrès. Tout à fait.
Je vais là vous dire qu'il y a même eu un sondage. On a fait un sondage, on a donné la parole au peu de temps. C'est cette question-là. Donc c'est tranché. Si je devais le dire, je l'aurais dit. Donc les choses sont claires. Moi, j'ai dit, nous travaillons pour une nation exceptionnelle de vrai Dieu en faveur du Cameroun. Très bien. Donc peut-être que d'ici juillet, août, là, vous aurez déjà une vision claire si vous devez soutenir. Elle est claire. Si vous devez le soutenir. En fait, puisque le président Badakani, je vous comprends, mais je ne suis pas sûr que les téléspectateurs vont Ils ont bien compris. Parce que j'ai comme impression que vous jouez beaucoup sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Ils ont de la peine à saisir l'orientation que vous m'avez demandé si le NMP soutient le président Biya, cette fois-ci. Oui. En 2011, j'avais fait. C'était clair. En 2018, vous pareil, France soutient la main, en convoquant les dispositions de l'article 118 du Code électoral sur la dépendance et la soumission d'un candidat à une puissance étrangère, lequel article mettrait hors de course le candidat naturel sortant du RDPC. Les explications de Théophile Tchouke et Achille Kamga. Alors que le débat enfle autour de la candidature de certains leaders politiques de l'opposition, contre toute attente, le président de la République, Paul Biya, potentiel candidat du RDPC, serait lui aussi concerné par une inéligibilité qu'on n'a pas vu venir. C'est le professeur Moïse Timchuen qui jette ce pavé dans la mare. Cet enseignant d'université convoque l'article 118 alinéa 1 du Code électoral qui stipule que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Appliqué au président Paul Biya. Au cours des années 1990, répondant à la question d'un journaliste au perron de l'Élysée, Paul Biya s'était déjà autoproclamé, et je cite, « meilleur élève de François Mitterrand ». Au cours de son mandat actuel, et plus précisément en 2020, Paul Biya s'était encore rendu en France dans le cadre d'une visite officielle. Il avait déclaré qu'il était venu, et je cite, « rendre compte du déroulement des travaux du grand dialogue national ». Fin de citation à Emmanuel Macron. Si les turiféraires du régime sont convaincus que leur champion ne peut être frappé d'une telle disposition, il n'en demeure pas moins de s'interroger sur la frontière entre les propos du chef de l'État et les dispositions de l'article 118, alinéa 1 du Code électoral. Le maître a pleine autorité sur son élève à qui il peut faire des injonctions et, au besoin, lui infliger des corrections. Alors prenons ensuite l'expression « rendre compte ». Elle signifie présenter un rapport détaillé, spécialement à une autorité supérieure. On ne rend compte qu'à quelqu'un à l'égard duquel on est obligé. Alors vous convenez donc avec moi que par les propos tenus, il y a eu réitération de la part de Paul Biya de l'affirmation de son placement en situation de dépendance vis-à-vis des présidents français successifs et la conséquence qu'en tire l'article 118 alinéa 1er du Code électoral est de le rendre inéligible pour l'élection présidentielle à venir. Ce qui amène l'enseignant d'université à conclure que si le RDPC torpille ses propres textes, le Code électoral offre finalement le meilleur fondement pour mettre définitivement Paul Biya hors course. On nous dit que eux tous, ils veulent déjà manger Paul Biya comme du soya. Bref, écoutons ces révélations. D'abord, voilà Franck Biya qui était programmé. L'avez-vous encore vu? Voilà ce qu'on était en train de préparer. Les affiches de Franck Biya. Or, vous n'avez plus vu Franck Biya depuis fort longtemps. Il a été écarté. Complètement écarté. Et même lors du dernier deuil à Mbomaka, instruction a été donnée de ne pas filmer Franck Biya exactement comme on avait fait à Samuel Eto'o au stade Omnisport pendant la CAN. Franck Biya, qui était donc bien parti pour remplacer son père, est déjà dans les tiroirs. La nuit des longs couteaux vient de commencer. La bataille pour la succession sera bel et bien rude. Ce qui est en train de se passer en ce moment avec aussi le jeu de Chantal Biya. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que
l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Une autre voix, et pas des moindres, un autre appel au président de la République Paul Biya à quitter le pouvoir. C'est l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, qui s'inscrit en faux contre les multiples appels à la candidature de Paul Biya en 2025. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Répondant à une question de nos confrères de Radio France Internationale, l'homme de Dieu a déclaré que la candidature du président Paul Biya est irréaliste et constituerait plus un risque qu'une assurance. Les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes. Des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Monseigneur Cléda souhaite une transition pacifique dans laquelle la volonté du peuple et les principes démocratiques seront respectés et où le vainqueur sera autorisé à gouverner sereinement le pays.